Et en ce moment, tu peux retrouver mon nouveau projet en financement participatif sur Game on Tabletop et mes anciens projets sont aussi disponibles sur ma boutique en ligne. Les liens sont dans la description. Bonne vidéo à toi. Alors on avait déjà vu quelques erreurs à éviter dans la construction de votre univers de jeu de rôle dans une précédente vidéo, et aujourd'hui on va faire pareil dans ce qui s'apparente, on va dire, à un épisode 2. Parce que oui, malheureusement, des écueils que l'on peut aisément se prendre au travers de la figure en matière de world building, il y en a tout plein et on ne peut bien évidemment pas tous les traiter dans une seule vidéo, sans que celle-ci ne dure des heures et des heures et des plombes. Sans plus attendre donc, c'est parti pour voir 3 autres petites erreurs de construction d'univers de JDR, histoire de voir comment ne pas se planter en beauté avant même que les joueurs n'aient eu le temps d'y plonger. Alors on va commencer par une erreur qui touche plus la map monde de votre univers, ou du moins qui se manifeste de manière très explicite sur cette dernière. Et c'est le fait de caler des biomes sur sa carte de manière complètement aléatoire. Du genre, je sais pas moi, un marécage pouf comme ça, en bordure d'un désert aride, ou bien des latitudes qui sont tantôt recouvertes de glace et tantôt recouvertes de sable, le tout avec des différences de température complètement inexpliquées et inexplicables. Alors attention, je ne suis bien évidemment pas en train de faire le pinailleur, même si je sais, on dirait que je cherche vraiment la petite bête là-dedans, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il est quand même important d'essayer d'avoir une harmonie de fond un peu logique dans la répartition des biomes de votre unimonde. De votre unimonde, bien sûr, univers et monde. On fait les mélanges, allez, on n'en parle plus. Pour prendre un exemple avec notre bonne vieille Terre, c'est assez simple. Plus on se rapproche des pôles, et plus il fait froid, et plus on se rapproche de l'équateur, et plus le climat est chaud. Alors bien évidemment, vous pouvez reprendre ce modèle terrestre, ou en inventer carrément un autre, par exemple, en partant du principe que la répartition des températures décroît en fonction d'un point central de votre carte, ou même carrément l'inverse. Ou encore, partir dans l'idée qu'il y a une perturbation magique à un endroit donné, qui a formé un autre pôle climatique, et ça a déréglé le climat, et du coup, ça explique la répartition des températures. L'idée en gros, c'est de dessiner à la louche quelques zones d'égale température en amont de la répartition de vos biomes, histoire d'avoir une cohérence de fond et d'éviter que ça devienne un bazar un peu fouillu qui fera plus penser à un parc d'attractions plutôt qu'à une carte de monde un minimum cohérent. Au-delà de ça, n'hésitez pas d'ailleurs à faire en sorte qu'un biome puisse influencer ses voisins, ne serait-ce qu'au niveau de ses frontières, qui sont rarement parfaitement délimitées d'un trait droit, on va pas se le cacher. Pour illustrer mon propos, je vais juste vous donner un exemple que j'avais fait pour mon cousin quand il m'avait demandé mon aide pour peaufiner son monde. Bon, pour vous faire rapidement le topo, il avait fait une superbe carte vachement bien fournie d'ailleurs et très bien faite, et il y avait une grande zone de forêt pratiquement inhabitée, et plus au sud de cette dernière, il y avait le royaume des humains. Et il m'avait expliqué que la forêt était très hostile pour les êtres vivants à cause de spores toxiques relâchés par une immense fleur qui se trouvait au milieu de cette dernière. Et du coup, je lui ai proposé d'étendre l'influence de cette fleur au royaume voisin en faisant par exemple que parfois, suivant les courants aériens et les aléas du climat, des spores se retrouvaient transportés dans le royaume du sud, créant ainsi une sorte de phénomène de vent empoisonné que personne là-bas n'arrivait à comprendre ou bien à expliquer. Un simple ajout de world building comme ça qui me semblait intéressant car il apportait une sorte de cohérence géographique d'un côté et de l'autre en même temps il amenait un mystère dans le lore du jeu qui pourrait pourquoi pas servir de base à une future campagne pour un groupe de joueurs. Bon, bien évidemment, n'allez pas non plus vous casser la tête à faire des chassés croisés ultra complexes dans tous les sens entre tous les biomes de votre monde, les répartir au millimètre près sur le bon méridien en fonction des courbes de température préétablies. C'est très dur à dire tout ça. En fonction des courbes de température préétablies. Voilà, c'est très simple. Bien sûr que non, rassurez-vous, le jeu de rôle ça reste un loisir et on est là pour s'amuser, donc pas besoin de prendre tout ça ultra au sérieux. Juste essayer d'avoir un minimum de cohérence pour que vos joueurs ne soient pas perdus dès le départ, et tout ira bien, vous le verrez. Et puisqu'on parle justement de joueurs perdus, c'est une excellente transition pour traiter du second écueil, à savoir celui de réinventer la roue, ou du moins changer ce qui n'a pas forcément besoin d'être changé. Bon, quand je dis ça, je veux bien sûr parler de ce qui est la base de tout univers au sens large. Genre comment les individus font pour respirer, se nourrir, boire, dormir, ou encore de quoi est composé l'environnement avec la terre, la roche, l'eau et les matériaux et l'air et tutti quanti. Bref, tous les trucs qui sont en fait très faciles à assimiler pour vos joueurs puisque ça ressemblera à ce qu'ils connaissent dans la vraie vie. Alors attention, je ne dis pas que vous devez à tout prix esquiver le moindre petit changement de ci de là dans ce qui est justement cette fameuse base. Bien sûr que non, ça reste une bonne idée quand même d'apporter quelques touches d'unicité à votre création en modifiant quelques postulats dès le départ. Mais le souci là-dedans, c'est que si vous en abusez un peu trop, faut comprendre qu'autant pour vous, le créateur de l'univers, ça sera peut-être très clair comme de l'eau de roche parce que vous y aurez consacré des heures et des heures à la conception. Mais que pour vos joueurs à contrario, qui vont découvrir la chose et qui n'ont sans doute pas autant de temps à y consacrer, ils risquent fort de se retrouver complètement largués. Enfin, juste mettez-vous à leur place 2 secondes, si en plus d'appréhender les histoires des royaumes, le lore, les liens entre les personnages, tout ce qui interagit entre l'histoire
et l'histoire de leurs personnages. Donc en plus de retenir tout ça, ils doivent également retenir que dans ce monde-là, les gens respirent pas les pieds, que la gravité est inversement proportionnelle à la taille de l'individu et que les roches explosent quand on les lèche. Bon, ça va faire beaucoup d'informations en plus qui vont venir parasiter ce qui va être vraiment important et va leur servir de manière tangible au cours de la partie. Parce que bon, en vrai, de vous à moi, on s'en fout un petit peu beaucoup de savoir comment les gens se nourrissent, respirent ou font caca dans une histoire. Ce qui est intéressant, c'est tout le reste et pas ce genre de petits détails basiques qui in fine n'apportent absolument rien au schmilblick. Bon, je vais prendre un peu comme exemple Avatar de James Cameron. Certes, les Na'vi sont différents des êtres humains et ils ont 2-3 points qui varient par rapport à eux. Et c'est pareil pour Pandora qui n'est pas tout à fait comme la Terre, mais dans l'ensemble, à l'exception de quelques points qui sont introduits narrativement assez facilement, eh bien, tout est pareil. Je veux dire, les Na'vi mangent, boivent, se déplacent comme des êtres humains. Pandora est composée de terre, de roches, d'eau, bref, comme notre bonne vieille Terre. Et voilà, pas besoin d'en faire plus pour qu'on soit suffisamment dépaysé quand on regarde le tout sur grand écran. Parce qu'en tant que spectateur ou joueur dans notre cas, on n'a pas forcément la capacité à retenir pléthore de petites informations dans tous les sens, en plus de tout ce qui se passe dans l'histoire. Et ça, c'est pas un drame, c'est juste tout à fait normal, et ça, il faut bien le comprendre en tant que MJ. D'où la nécessité d'avoir de bonnes bases communes avec la réalité, pour ne pas avoir à passer 2h30 à expliquer tout ce qui est différent avant de rentrer dans le dur de l'histoire. Bon, en gros, concentrez-vous plutôt sur ce qui sera vraiment important dans votre world building, la géopolitique, l'histoire, la géographie, etc. J'en passe et des meilleurs. En bref, ce qui va vraiment enrichir votre monde plutôt que de consacrer une trop grande part d'énergie à surcharger vos joueurs de micro-variations par rapport au réel, pas forcément utiles, et volontairement déroutante. Et on termine par un accueil qui est très présent dans l'esprit de beaucoup de rôlistes, et ce principalement parce qu'on le doit à un grand ponte de la fantasy qui a même donné son nom à ce biais de world building qu'on appelle communément le syndrome Tolkien. Alors attention, rassurez-vous, ça n'est pas si péjoratif que ça pour ce cher papa du Seigneur des Anneaux. Rangez vos Silmarils en 18 volumes et ne me le jetez pas à la gueule s'il vous plaît. Bon, en vrai, ce que l'on appelle le syndrome Tolkien, c'est tout simplement une forte tendance à préférer une profusion intense de détails par rapport au storytelling. Ce qui fait qu'en faisant ainsi, l'on retarde considérablement justement l'arrivée de ce dernier, le storytelling, en posant d'immenses bases complexes et abusément ramifiées. Et ça, malheureusement, c'est un truc qu'on voit pas mal chez les rôlistes qui s'essayent à l'exercice du role building, où ils vont créer des gigatonnes de lore, des alphabets, des langues, des histoires dans tous les sens, et patin coup fin, en se disant que faire comme Tolkien, c'est la seule bonne manière de faire pour créer un monde vraiment intéressant. Sauf qu'on oublie très vite dans cette équation que toute l'histoire de la Terre de Milieu, ses langues, ses noms, ses histoires et tutti quanti, c'est l'œuvre de toute une vie. Du coup, si vous n'avez pas une vie entière à y consacrer, ça sert à rien de comparer sa création en matière de world building à celle de l'ami Tolkien. Bien évidemment, vous n'arriverez jamais au même résultat, ne serait-ce qu'au niveau quantitatif, sans même parler du qualitatif. Parce que, comme je l'ai dit, vous n'avez pas une vie entière à consacrer à son élaboration. Bon, déjà, il y a ça, ok, mais il faut savoir qu'en faisant ainsi, avec le syndrome Tolkien, il y a de très fortes chances que 80% de ce que vous allez créer ne servira strictement à rien au cours d'une partie, ou même d'une campagne dans ce même univers. Je veux dire, juste prenons un exemple concret avec, je sais pas, l'histoire de France, tiens. Bon, on connaît tous les grandes lignes, tout ça, vous et moi, la Seconde Guerre mondiale, la prise de la Bastille, la Renaissance, le Moyen-Âge, 1515 Marignan, et tout ça. Mais combien d'entre nous connaissent sur le bout des doigts, justement, les détails de cette histoire avec un grand H? Genre, je sais pas, moi, les noms des généraux qui ont participé à la bataille de Marignan, ou encore le nombre exact d'enfants qu'a eu tel ou tel roi. Pas grand monde, on est d'accord, et je suis pas en train de dire qu'on s'en fout de l'histoire avec un grand H et que ça sert à rien. C'est juste que si on ne s'y intéresse pas vraiment spécifiquement, ce qui est quand même une faible pourcentage de la population, ces détails ne sont pas clés dans la compréhension globale de ce qui s'est produit dans le passé, et qui fait que l'on en est là aujourd'hui de fil en aiguille. Tout ce dont on a vraiment besoin, c'est des grandes lignes, de quelques noms par-ci par-là que l'on voit dans les livres d'histoire, et voilà, ça suffit. Alors ok, si vous souhaitez vraiment commercialiser votre jeu de rôle, là effectivement je peux comprendre qu'il soit nécessaire de donner du grain à moudre au futur maître du jeu pour qu'il puisse avoir une bonne appréhension et une bonne vue d'ensemble de votre création. Je suis tout à fait d'accord là-dessus, mais sur ce point je vous conseillerais de plus chercher à laisser volontairement des zones d'ombre dans votre lore, tout en invitant les maîtres du jeu à s'approprier votre univers en comblant ces fameuses zones avec leur propre création personnelle, tout en veillant bien évidemment à ce que ces dernières ne parasitent pas la compréhension
compréhension globale du jeu. Histoire que si des MJ veulent combler les trous, eh ben c'est tant mieux et c'est très bien et ça rajoutera du jeu. Et s'ils ne veulent pas, bah c'est pas grave et c'est pas ça qui les empêchera de s'amuser ou de s'approprier l'univers à leur manière. Et dans le cas où vous faites une création destinée à être jouée uniquement avec vos amis, eh ben pas besoin très franchement de partir dans les aigus comme notre cher Tolkien. Puisque très honnêtement, et je suis navré de vous l'annoncer aussi abruptement, mais vos joueurs n'auront sans doute pas le temps tout simplement de s'investir pleinement dans les plus profonds méandres de votre création. Et ça, c'est tout à fait normal, hein. Ils ont aussi une vie, des responsabilités, des choses qui occupent leur pensée, des factures à payer, des enfants à aller chercher, et tout ça, les aléas de la vie, quoi, en gros. Et du coup, bah, comprenez bien qu'ils sont là pour jouer, et pas forcément pour lire une encyclopédie universaliste en 18 volumes. Et si l'aventure vous prend aussi de comparer votre travail de world building à celui d'un gros jeu de rôle en vogue, comme par exemple Donjons et Dragons, sachez juste qu'encore une fois, ça n'est pas comparable puisque vous êtes tout seul à faire ce taf, alors que le lore de D&D, croyez-moi, il y a des équipes entières qui bossent dessus en permanence avec des tables en formica, des réunions, du café soluble et tutti quanti, bref, l'enfer. Non, pardon. Non mais voilà, juste ne comparez pas, ça n'est pas comparable, encore une fois. Et tout ça pour vous dire aussi que vous devez essayer de vous détacher de ce que vous considérez être la norme en matière de world building. Et bien évidemment, je le répète encore, ne pas chercher à comparer ce que vous faites avec ce qui est tout bonnement incomparable. Restez juste concentré à votre échelle sur le plaisir des joueurs et demandez-vous toujours si telle ou telle information leur sera utile ou du moins, est-ce qu'ils seront amenés à interagir avec cette dernière au cours de leur aventure. Et si ce n'est pas le cas, bah dites-vous que ça risquera fort d'être de l'énergie gâchée puisque pareille création restera à jamais dans l'arrière-boutique de votre créativité. À prendre malheureusement la poussière comme ça au fin fond d'une étagère. Ce qui sera bien dommage parce que tout le temps que vous y aurez consacré aurait pu être investi sur d'autres points qui auraient un petit peu plus participé à l'immersion et au fun de vos joueurs qui sont quand même les points primordiaux du jeu de rôle. Parce que dans le jeu de rôle, il y a jeu. Voilà. Alors évidemment, je tiens à tempérer cette vidéo en vous disant que ce que j'appelle des erreurs de manière ultra péjorative, hein, ça reste avant tout de l'ordre du conseil sympathique de ma part. Je ne suis bien évidemment pas là pour vous pointer méchamment du doigt en vous disant que c'est pas bien de faire comme ça et aller au 0 sur 20 comme à l'école. Non, on va pas faire comme ça, hein. Fort heureusement, les profs de jeux de rôle, ça n'existe pas et j'espère très sincèrement que ça n'existera jamais et encore moins des cours en la matière. Et ce, tout simplement parce qu'il n'y a pas une seule manière sacro-sainte de faire bien les choses, mais tout plein. Et l'essentiel pour vous, c'est de trouver celle qui vous fera plaisir, autant à vous en tant que MJ qu'à vos amis joueurs qui seront autour de la table. Bref, comme je le dis à chaque fois, faites-vous plaisir et faites plaisir, c'est vraiment le motto principal et c'est tout ce qui compte dans ce loisir. On est là pour s'amuser et pas pour reproduire des schémas barbants de notre société. Voilà. Je vais pas trop continuer, sinon après je vais m'emballer. Quoi qu'il en soit, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous avec vos potos autour d'une table, mangez de la bière, des chips, des pizzas, tout ce que vous voulez. Bref, vraiment, éclatez-vous, c'est vraiment l'essentiel. Et pour ma part, je m'en vais dire la fameuse rengaine que vous connaissez si bien et dont vous avez tant l'habitude. Un gros bisou quand même au passage, glissé comme ça. Et c'est tout ça pour vous dire que c'était le Scénarurgien. À ciao, bonsoir, les studios.